va essayer de voir cette vidéo aussi, si on y arrive. Voilà. Il y a également celle-là, mais là vous avez vu un peu Donc nous, on s'était arrêté ici la fois dernière, je ne me trompe pas, sur la mondialisation migratoire. Oui, on avait passé ça, et on revient toujours, on revient sur quelques aspects, pour planter un peu le décor, ou bien on passe. On passe très rapidement. Oui, on passe. Non, on passe quand même. Parce que là, on avait vu la mondialisation migratoire, je l'ai répété à plusieurs reprises, surtout cause de ça, pour ceux qui n'étaient pas venus après la fête. Donc, on a vu pas mal de choses. Hein. On a vu qu'est-ce qui constitue la mondialisation migratoire. Donc, quels sont les facteurs, ça, vous avez largement Donc, on a vu largement. Allez, on y va. Donc, migration, on avait vu la spatialisation du regard. Il faut parler de la spatialisation du regard. Qu'est-ce qu'on avait vu? S'il vous plaît, par contre. Il faut parler de la spatialisation du regard. On avait vu l'approche multiscalaire, c'est quoi? Oui. Les échelles temporelles, sociales et spatiales. Et quoi encore? Oui? J'entends pas. C'est qui qu'on parle? C'est qui? C'est pas. Les différentes échelles, on avait vu les échelles spatiales, sociales, temporelles. D'accord? Et les échelles sociales, c'était quoi? Pour étudier la migration. Il y a la famille, il y a le migrant, la famille, oui. Il y a la famille. Le réseau qui peut être un réseau communautaire, villageois, etc. Les filières, oui. Les ONG, oui. Vous êtes d'accord? Les ONG? Non. Les acteurs et les facteurs dans la mondialisation migratoire. Là, c'est les échelles d'analyse. On vous dit que, en fait, nous, géographes, de plus en plus, on est armés pour analyser les flux migratoires. C'est ça qu'on a vu. D'accord? Que par rapport aux autres, par rapport à la géographie de la migration, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une approche multiscalaire et systémique. Donc, l'approche multiscalaire, c'est de réfléchir au-delà de l'acteur migrant, c'est-à-dire d'interroger d'autres éléments ou bien d'autres liens qui jouent dans le champ de la migration. Parce que quand vous allez analyser le migrant, vous allez analyser le migrant, non pas seulement le migrant tout court, mais tous les individus qui sont impliqués dans son processus migratoire. C'est ça qu'on a vu. On parlait de la famille, le migrant. La famille, généralement, comme disait Elias Nobert, la famille c'est en amont et en aval du fait migratoire. Donc quand vous le voyez, quand quelqu'un part, sa famille est là, pour la soutenir, etc. En général, la famille est là également pour financer la migration. Donc ça, on avait vu les différentes échelles sociales. D'accord? Ça peut être aussi le réseau communautaire, parce qu'une fois, les gens parfois, ils vont dans des lieux pour rejoindre plus ou moins le groupe. Bien qu'on voit de plus en plus une individualisation des parcours, ça on l'a vu avec la mondialisation migratoire.
Mais quand même, le migrant, quand il quitte, c'est pour arriver dans un réseau, dans un groupe qu'il connaît. Donc l'analyse aussi implique le réseau de groupe. D'accord? Mais également, on avait vu même la société dans son ensemble. D'accord? Donc il y a différentes échelles d'analyse du fait migratoire à l'échelle sociale. D'accord? À l'échelle spatiale, qu'est-ce qu'on a vu? Oui? Il y a l'espace domestique, d'accord? L'espace de quartier aussi. Et quoi encore? Il y a la ville. Il y a le pays. Il y a L'échelle du pays. la sous-région, le pays. D'accord? Donc tous ces éléments-là peuvent entrer en interrelation pour comprendre, d'accord, la migration. On avait aussi parlé de quoi? Des échelles temporelles. D'hier à aujourd'hui. Donc pour comprendre le fait migratoire, il faut interroger hier ce qui s'est passé hier. Même dans la trajectoire du migrant, d'accord, il faut comprendre là où il vient et là où il atterrit. D'accord? Quels sont les différents, par exemple, lieux qu'il a parcourus pour arriver là où il est aujourd'hui. D'accord? Et même par rapport à son statut administratif. Par exemple, hier, il était dans une situation irrégulière, et aujourd'hui, il est dans une situation régulière. Donc tout ça, ça change le rapport au territoire. C'est pour cela, pour comprendre le fait migratoire, il faut interroger autant ces différents aspects, ces différentes échelles, pour pouvoir décortiquer la migration. C'est pour cela, nous, géographes, on est armés, parce qu'on travaille beaucoup sur les échelles. Les géographes, son objet d'analyse dans beaucoup de choses, en dehors de l'espace, c'est les échelles. Donc pour nous, les échelles, c'est notre affaire. D'accord? Est-ce que je me fais comprendre? Voilà, donc il y a ces différentes échelles à prendre en compte quand on étudie le fait migratoire. Autre élément, c'est l'approche systémique. Qu'est-ce que l'approche systémique? Oui. Exactement. C'est les interconnexions, les interrelations qui existent dans le migrant par rapport à ses lieux, mais également ses lieux. Donc, les différentes échelles sont là, mais ce qui les interconnecte, c'est ce qu'on appelle le système. D'accord? Je vous avais parlé des différents systèmes qui peuvent exister. Est-ce que vous comprenez? Je passe très rapidement parce qu'on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. D'accord? Donc, l'approche systémique, l'approche multiscalaire, c'est important. D'où ce qui nous permet de comprendre de plus en plus ce qu'on appelle la spatialisation du regard. La spatialisation, c'est l'espace. La spatialisation du regard, c'est non seulement étudier le phénomène migratoire dans sa globalité, en interrogeant les différentes échelles, d'accord, en interrogeant les différents liens, d'accord, et ça de manière plus ou moins globale. Et c'est ça qui constitue une des ruptures épistémologiques majeures. Épistémologiques, un peu complexe. Et tout ça pour dire que, en fait, dans l'analyse des faits migratoires, le fait de comprendre l'approche spatiale, la spatialisation du regard, c'est-à-dire d'étudier différents espaces, constitue un fait majeur dans l'étude des migrations. C'est-à-dire une rupture épistémologique. L'épistémologie, avant, on étudiait la migration en pays d'origine, pays d'accueil, mais maintenant, on est obligé de regarder différents espaces qui entrent en interrelation pour comprendre le pays. D'accord? C'est ça la spatialisation. Ça va jusque-là? Voilà, très rapidement, on avait vu tout ça. Donc, qui dit spatialisation du regard, dit circulation migratoire. D'accord? Circulation migratoire, c'est l'idée de voir différents espaces où le migrant passe, d'accord, circule. Et non pas seulement les différents espaces, mais également les liens qui se trouvent dans ces espaces-là. D'accord? C'est ça la circulation. Mais on avait dit quelque chose aussi par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on avait dit? Par rapport à la circulation, oui? Tous les migrants ne circulent pas. Ça, on l'avait dit. Pourquoi? Oui? Parce que risque d'expulsion, qui dit mieux? Oui? Oui, il y a les contraintes administratives, les contraintes de séjour, il y a également les ressources, n'oubliez pas. Parce qu'il faut de l'argent quand même pour circuler pour aller d'une ville en autre, d'accord? Même pour voyager, parce que pour se rendre en France, ne serait-ce que vous, il faut avoir un compte bancaire, les attestations bancaires, et ça se limite pas seulement maintenant aux attestations bancaires. Il y a les justifications qu'il faut donner en termes de virement, etc., pour voir que vraiment vous pouvez vous assurer pendant au moins chaque mois 600 € de l'autre côté. D'accord? Donc il y a tous ces justificatifs et ça demande des ressources, ça demande des moyens.
D'accord? Donc, un migrant aujourd'hui qui veut aller, par exemple, qui est en France, qui veut aller transiter dans d'autres lieux, s'il n'a pas, par exemple, le statut administratif lui permettant de faire ça, il ne peut pas. Par exemple, un migrant qui arrive en Espagne, qui est en situation irrégulière, qui est venu par les cailloutos et les paquetas, c'est les pirogues, qui est venu par ces moyens-là, ça va être difficile pour lui, par exemple, de quitter l'Espagne pour venir au Sénégal dans sa famille, d'accord? Même pour aller dans d'autres lieux. C'est ça, d'accord? La circulation migratoire, c'est un fait qui est là, mais qui n'est pas à la portée de tout le monde. D'accord? Mais c'est un fait majeur dans la migration d'aujourd'hui. Les gens circulent. D'accord? Et le fait marquant le plus dans cette circulation-là, c'est surtout les migrants de retour. D'accord? Les migrants, par exemple, qui ont réussi à acquérir la nationalité du pays où ils étaient et qui sont de retour chez eux. Maintenant, de retour, ça ne veut pas dire rester chez lui. Voilà, les gens ont tendance à circuler de plus en plus. D'accord? C'est cette circulation-là qui constitue aussi un fait marquant des migrations internationales d'aujourd'hui. D'accord? Ensuite, très rapidement, on avait parlé de l'espace transnational, toujours dans cette dynamique d'interconnexion, d'approche systémique, il y a également l'espace transnational. Je vais donner un exemple. Pertinent. Oui, c'est un exemple pertinent, par exemple, de l'établissement de l'espace migratoire, l'espace transnational des mots. D'accord? Donc, l'espace transnational, j'ai dit que je m'arrêterai là, parce que dans le cadre du master, il y a beaucoup de choses qui se font dans le transnationalisme. Et là, je pense qu'à ce stade, il faut se limiter juste à l'idée que, voilà, il y a des interrelations qui existent en dehors du pays, et qui sont représentatives d'une certaine communauté. C'est tout ce que cela veut dire. D'accord? Et enfin, on avait parlé de la place de l'acteur. Le migrant aujourd'hui est un acteur. D'accord? Tout simplement, c'est un acteur parce qu'être acteur, c'est agir. D'accord? Le migrant aujourd'hui, il agit. Il n'est pas quelqu'un de passif. Même dans le champ de la géographie, je vous l'avais dit, l'acteur géographique, je ne parle pas du bouquin, l'acteur géographique, c'est quelqu'un qui agit, qui va à l'encontre des contraintes. C'est pour cela que l'aménagement existe aujourd'hui. Sinon, ce n'est pas possible. Parce que tout simplement, l'acteur migrant, ou l'acteur du moins, l'habitant, il essaye d'aménager son espace de vie. Donc l'acteur, il est là. Mais le migrant est un acteur plus. Parce qu'en dehors de l'aménagement, ou bien en dehors d'aménager son espace de vie, il essaie de vivre dans un espace étranger. Dans un espace où il est alterne. C'est l'altérité, la question de l'altérité. D'accord? C'est-à-dire l'étranger. D'accord? Donc lui, il a cette double contrainte-là. Comme je vous l'ai dit, le migrant, il faut l'analyser en termes d'habitant. C'est un habitant, comme tout le monde. Mais sauf que lui, il habite non seulement dans un premier lieu, mais il habite aussi dans un autre lieu qui est étranger. C'est ça qui fait la difficulté du migrant. D'accord? C'est un habitant tout court, mais au-delà de sa condition de migrant. Donc lui, son souci, c'est d'affronter différents espaces, d'accord? Ou d'habiter différents lieux. Et dans ce contexte-là, il est obligé d'être stratège, d'accord? D'agir. Parce que les lieux deviennent contraignants. Parce que tu viens dans un lieu, tu ne connais pas la langue, d'accord? Tu ne connais pas les lieux, tu ne sais pas où te situer, tu es obligé d'être stratège. D'être stratège et avoir cette capacité d'agir, d'être résilient aussi. Le nouveau terme, la résilience. C'est-à-dire la capacité de rebondir face aux obstacles de la vie. C'est ça la résilience. Et c'est un terme que vous allez rencontrer et que vous rencontrez peut-être dans vos différents cours, hein, que ce soit en aménagement du territoire, que ce soit également même dans l'étude de géo-rurale. Donc normalement, vous avez ce terme de résilience. C'est la capacité de faire face aux contraintes qui se trouvent non seulement à l'espace, dans l'espace, mais également au sein de la société. Donc c'est cette capacité de résilience. Donc de plus en plus, le migrant devient résilient. Le migrant est quelqu'un de résilient, quelqu'un qui agit, qui va au-delà des contraintes. C'est pour cela, de plus en plus, dans le champ de la géographie, on accorde une place importante aux migrants, en termes d'acteurs, qui agit, qui lutte. Quelqu'un qui dépasse. Parce que la migration, ce n'est pas quelque chose de fluide. Je l'avais dit. Ce n'est pas quelque chose de fluide, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est contraignant. C'est contraignant parce que tout simplement,
Le migrant, il arrive déjà dans un lieu où il ne connaît pas. Il est obligé de s'adapter, mais il est obligé également d'habiter un espace, c'est-à-dire d'y travailler, d'y résilier, de s'approprier des codes culturels qui ne sont pas les leurs. D'accord? Donc c'est ça, c'est pour cela l'acte migrant, je pense qu'on a la tête d'accord? Donc tous ces concepts-là, l'acte migrant, de circulation, d'approche systémique, d'approche multiscalaire, maintenant quand vous l'entendez dans le champ de la migration, ça vous dit quelque chose. D'accord? Ensuite, est-ce que vous avez compris? Ça va? Maintenant, on va attaquer le deuxième objectif spécifique, c'est-à-dire de décrire les migrations et leurs tendances. Donc là, on a essayé de placer la migration dans le champ de la géographie, de vous faire comprendre la réalité de la migration. D'accord? On a parlé aussi de la réalité d'aujourd'hui, qui est la mondialisation migratoire. Maintenant, on va essayer de voir comment cette mondialisation migratoire s'applique aux espaces. Bien qu'on avait vu que, voilà, on a vu qu'il y avait des murs, etc., dans différents espaces. Mais au sein de l'Afrique, comment ça se matérialise concrètement? Donc, l'Afrique dans les migrations internationales. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir comment l'Afrique s'embarque finalement dans cette dynamique de mondialisation migratoire. N'oubliez pas, et en tête toujours, que quand on parle de mondialisation migratoire, on a cette interrelation, cette interconnexion des acteurs et des facteurs. D'accord? Donc, dans le champ de à l'échelle de l'Afrique, comment cela se passe concrètement? D'accord? Donc, comme je vous ai dit, ce n'est pas la peine de tout. Moi, ce qui m'intéresse, vous comprenez? Alors, s'il vous plaît, c'est important. Donc, l'immigration africaine, un scénario qui dure depuis plus de 20 ans. Donc, depuis plus de 20 ans. 20 ans, c'est un peu court. Hein? Parce que si on analyse les migrations, parce que là, j'avais vu qu'ils durent depuis des siècles. Mais j'ai enlevé les siècles, j'ai mis 20 ans. Pourquoi? Parce que j'ai parlé de mondialisation migratoire. L'Afrique est embarquée dans la migration depuis des siècles. Mais dans la mondialisation migratoire, ça ne fait pas très longtemps. Ça dure depuis 20 ans parce que depuis les années, je pense que c'est 20 ans plus. Hein, parce que depuis les années 80, ça fait près de 40 ans. Donc depuis les années là, je suis contente. Parce que ça dure depuis près de 40 ans. Parce que dans les années 70, on a vu qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70 dans le champ de la migration. C'est ce qui révise de tout. On parle à ceux qui révisent de tout. Pardon? Oui. On assiste à un durcissement et à une fermeture progressive des frontières. Oui. Quoi d'autre? Oui. Oui. La Laurière, c'est quoi? Oui. Migration circulaire, les migrants sénégalais, migration circulaire. C'est quoi cette phrase? C'est que tu as compris. Il faut que le reformules. Un projet de retour. C'était des migrants qui avaient un projet de retour. C'est des migrants de la Cameroun. Ça, on va le voir, la migration. Donc, comme l'a dit votre camarade, donc, il y avait également, ça c'est à l'échelle du Sénégal, il y avait la migration circulaire. Le champ de la migration du Sénégal a changé dans les années 70, tout simplement, parce qu'avant, il y avait le système de la média. Maintenant, depuis que la France a instauré son visa, c'est ça? 76. Vous êtes sûr? Ouais. Qui dit 76? 74. Qui dit 74? 76. Depuis que la France a instauré son visa, donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on assiste à une réorientation des flux. Donc c'est partout pareil. Hein. L'Afrique, quand je
je parle de l'Afrique de manière générale, donc depuis plus de, on va dire, depuis plus de 40 ans, le champ de la migration a commencé à changer. Mais, depuis plus de 20 ans, on assiste à une mondialisation migratoire. Parce que tout simplement, dans le cas de l'Afrique, toutes les régions culturelles et géographiques de l'Afrique sont concernées par la migration. De près ou de loin. Ça, c'est un facteur. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On voit qu'en Afrique, il y a plusieurs, on l'a vu, il y a plusieurs acteurs maintenant. Il y a des passeurs, il y a des migrants eux-mêmes, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des étudiants, il y a des chefs d'entreprise, d'accord? Il y a des migrants qualifiés. D'accord? Tout ce beau monde-là, concourt, est concerné par le champ de la migration. Donc, on a un système de mondialisation qui se met en place en Afrique, dans le champ de la migration. Donc, il faut prendre en compte ce que vous avez étudié, vous l'appliquez à l'Afrique. Mais il y a des spécificités africaines, on va les voir. D'accord? Ensuite, la spécificité de l'Afrique dans la mondialisation, c'est que l'essentiel, plus de 80% des migrants africains migrent en Afrique. Plus de 80% des migrants africains migrent en Afrique. Pourquoi? C'est une migration internationale, mais c'est en Afrique, c'est pas en Europe. La plupart, la majeure partie des milliers d'Africains qui sont concernés par le fait migratoire, d'accord, la majorité des migrants africains, pour la plupart jeunes et célibataires, restent sur le continent, et principalement dans les centres urbains. Ça, c'est un fait majeur de la mondialisation migratoire africaine. Parce qu'on dit toujours que les migrants partent en Europe, partent vers l'Amérique, etc. Mais si on prend à l'échelle globale de l'Afrique, donc même à l'échelle de la sous-région, la majeure partie des migrants africains restent. Très peu, on va dire peut-être 14%, 15% sortent du territoire pour aller en dehors de l'Afrique. Donc, tout le brouhaha que vous entendez, toute la médiatisation concerne ce petit lot d'Africains qui quittent l'Afrique pour aller vers l'Europe. Mais la majeure partie des Africains restent ici. Restent ici dans les centres urbains. D'accord? Dans les centres urbains, parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'Africains, par exemple, avant beaucoup de Sénégalais migraient vers la Côte d'Ivoire. Donc, il y avait, je l'avais dit, il y avait quelque chose qui s'était passé dans les années 70 en Côte d'Ivoire. On en avait parlé. On avait parlé de quoi? Donc, il y avait quelque chose qui s'était déclenché. Il y avait quand même on va dire, une amélioration économique, d'accord, qui s'était passée grâce à l'exploitation du cacao et du café en Côte d'Ivoire, d'accord, et surtout au développement de l'Ivoire, d'accord, qui a permis à beaucoup d'Africains de rejoindre la Côte d'Ivoire. Mais le problème, c'est que dans les années 2000, quand il y a eu le problème de l'Ivoire, d'accord, vous en avez entendu parler. Le problème avec les sudistes et les nordistes, d'accord. Vous en avez entendu parler en Côte d'Ivoire, le coup d'État. Plusieurs coups d'État se sont passés en Côte d'Ivoire. Il y a eu le problème de l'Ivoire. On a jeté dehors beaucoup de Burkinabés qui étaient pourtant des Ivoiriens à la base, parce qu'il y a eu la reconquête foncière, il y a eu beaucoup de soucis. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu une réorientation des flux. Donc, beaucoup de Sénégalais étaient en Côte d'Ivoire. Moi, je me rappelle, j'avais des parents qui étaient à Gagnoa. Et quand il y a eu des soucis avec l'ivoirité, des coups d'État également, donc il y a beaucoup qui sont rentrés au pays, qui sont rentrés au Sénégal. Et c'est le cas des Burkinabés, d'accord, c'est le cas aussi des Togolais, des Béninois, qui s'étaient installés en Côte d'Ivoire. À partir de ce moment-là, il y a eu une réorientation. C'est dans les années 2000, je précise. D'accord? Parce que tout au long des années 70 jusqu'aux années 80, mais jusqu'aux années même 2000, il y a eu beaucoup de migrants qui choisissaient la Côte d'Ivoire comme étrangère, qui choisissaient la Côte d'Ivoire comme destination en Afrique. Mais ça s'est calmé, ça s'est reformé, ça s'est réorienté à partir des années 2000, du fait du peuple ivoirien, non seulement du fait du endogène, mais également à l'égard des étrangers. Donc ça, c'est un fait qui qualifie la mondialisation migratoire à l'échelle de la sous-région. Parce que beaucoup d'exemples que je vais donner, ça se limitera à la sous-région. Pas d'autres pays africains qui ont fait beaucoup de choses. Donc, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'essentiel, d'une part, l'essentiel des Africains migrent en Afrique, dans d'autres pays. Et ça, c'est facilité par quoi? Par exemple, à l'échelle de la sous-région, aujourd'hui, qu'est-ce qui facilite
facilite vraiment cette migration. On va oui, la CEDEAO, la mise en place de la CEDEAO en quelle année 75. À partir de 1975 déjà, il y a eu la mise en place d'un espace de libre circulation. Donc, est-ce que vous savez que nous, on est les premiers à mettre en place un espace de circulation par rapport à l'Union européenne? Parce que l'espace Schengen, c'est 85. Nous, c'est 10 ans avant. D'accord? On avait déjà mis en place un espace de libre circulation au sein de la CEDEAO. D'accord? Donc, l'espace CEDEAO il est plus vieux que l'espace Schengen. Donc, on avait déjà fait l'esprit de circulation et de passage d'installation à l'échelle de la CEDEAO. Et ça facilité les migrations internationales. Bon, il y a un bémol à ça. On le voit. J'avais donné l'exemple du film Frontière que je vous invite à aller voir, je ne sais pas où. Donc, c'est pas en libre accès actuellement, malheureusement. Je ne sais pas si on aura l'occasion de le regarder, parce que moi j'ai toujours le téléchargement avec moi, on l'avait acheté chez le producteur. Je ne sais pas, peut-être qu'à la fin du cours, on peut organiser une séance de projection de vidéo, parce que moi j'adore les vidéos. Donc peut-être, comme ça, vous voyez, c'est un film quand même assez émouvant, parce que c'est l'histoire de 4 femmes. C'est l'histoire de 4 femmes. Ça a été réalisé par Apollinaire. Apollinaire, qui est son nom de famille. Donc, du coup, j'ai eu la réalisation. Voilà, c'était la formation. C'était un film de. C'est un film de. C'est un film de raconte l'histoire de 4 femmes qui traversent la frontière pour aller au Nigeria, de Dakar à Nigeria. Et on se rend compte qu'à chaque poste de frontière, il y a des tracasseries administratives. Et ça ne se limite pas seulement aux tracasseries administratives, mais elles sont victimes parfois de viols, elles sont victimes également de beaucoup de choses. Et on voit également leur capacité de résilience tout au long des frontières. Pour vous dire, on a mis en place un espace de circulation, mais malheureusement, on ne circule pas très bien dans l'espace. Malheureusement. Contrairement à l'espace Schengen, où tu peux circuler, quitter la France, aller en Espagne sans être emmerdé, d'accord, il n'y a aucun problème. Tu peux quitter l'Espagne, aller au Portugal, tu peux quitter le Portugal, tu peux rendre, voilà, tu peux rendre en France, tu peux rentrer maintenant en Suisse, on est en Bretagne, vous savez pourquoi, il y a eu le Brexit. Il y a également eu de toute façon, la Suisse n'a jamais fait partie de cet espace-là. Donc, à part ces deux pays-là, tout le monde, les 28, on peut circuler dans les 28 pays de l'espace Schengen. D'accord, sans aucun problème. Alors qu'au sein de l'espace CEDEAO, ce qui est grave, c'est que d'une frontière à l'autre, je ne sais pas il y en a qui voyagent un peu en Guinée, etc. Et ne serait-ce que les postes frontières de Guinée, on galère. D'accord, au Mali, c'est pire. D'accord, on dépouille les femmes commerçantes qui viennent avec leur tour, leur vax, etc. On les débrouille. Il y a toutes ces choses-là qui rendent difficile aujourd'hui la circulation dans l'espace CEDEAO. Il faut le dire. D'accord? Même dans l'espace CEMAC, c'est mieux. De l'autre côté, dans l'Afrique de l'Est, c'est mieux au niveau de la CEDEAO. On ne comprend pas pourquoi. Alors que, normalement, on n'a pas besoin de visa. Normalement, à l'échelle des postes frontières, on ne devrait pas avoir de problème. Mais il y a beaucoup de problèmes. Et surtout, arriver au Nigeria, c'est pire. Parce qu'il y a des gangs, des raquettes, des trafiquants. Donc, il y a beaucoup de ça dans les rues. Et ça, il y a les femmes commerçantes qui galèrent, qui vivent des situations vraiment atroces. Le film est un route movie, c'est ce qu'on appelle un road movie. C'est-à-dire quelque chose qui met en place des réalités plus ou moins qui sont visibles. Donc là, c'est un film de semi-fiction, quoi. Parce qu'on voit vraiment la réalité du terrain, pour l'avoir fait voir. D'accord? Donc, il y a beaucoup de tracasseries aujourd'hui à l'échelle de ces frontières. Malgré la libre circulation pour les années. On va dire que c'est entre 20 en 79. Ça a été créé en 1975. Mais c'est en 1979 que vraiment l'espace de libre circulation a été acté. D'accord?
Donc, tout ça pour dire que la majorité des professions restaurants, il y a aussi d'autres richesses qui travaillent en dehors du continent, on le voit, et ne représentent respectivement que 6,6% et 8,2% des migrations dans ces régions. D'accord? Donc, ils sont vraiment moins. Ensuite, c'est les migrations post-indépendance, tout simplement. La plupart des pays d'Afrique ont accédé à l'indépendance, ils l'ont laissé dans les années 60. Ça, je l'ai dit, parce que c'est à partir des années 60 que les migrations se sont vraiment développées. Mais avant, qu'est-ce qu'il y avait en Afrique? Par exemple, au sein de l'espace CEDEAO, je ne sais pas si vous avez fait un peu d'histoire, mais qu'est-ce qui se passait en termes de migration? Il y avait des ce qu'on appelait des navetas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, des navetas. Les déplacements saisonniers de qui? Des travailleurs qui venaient d'où? La région? Non, je ne sais pas. Dans les zones rurales, d'où? Dans les zones rurales, d'où? C'est arraché vers la Casamance. En fait, c'était des gens de la sous-région. Quand même, le bassin arachidier. Si au Sénégal, c'est des migrations internes. Quand on parle de migration internationale, on sort. Les Maritanas entrent dans le système de migration internationale dans la plupart. D'accord? Parce que l'essentiel des Maliens qu'on voit aujourd'hui, ils sont des Guinéens, des Maliens. Donc, la plupart, avant, pas aujourd'hui, mais avant, ils étaient venus dans le système des Maritanas, mais après, ils retournaient chez eux. Et c'est au fur et à mesure, si on voit l'espace de peuplement de nos vies d'aujourd'hui, dans la région de Kora que je connais mieux. Donc, si on prend le peuplement des villes comme Gagania, etc., mais aussi dans le Sivasson, plus ou moins, dans ces villes-là, en réalité, sont peuplées par des migrants. Si on voit la généalogie des familles installées, l'essentiel venait du Mali. D'accord? Parfois, ils ont changé de nom un peu. D'accord? Mais l'essentiel des gens venaient du Mali. Après, c'est par la suite qu'ils se sont installés définitivement au niveau du bassin arachidier. Ça, il y a beaucoup de populations qui ont des origines maliennes dans ces zones. Tout simplement parce que c'est des migrations de travail qui ont évolué en migration de peuplement. Parce qu'avant, c'était vraiment des gens qui venaient de la sous-région, des Maliens, des Guinéens, qui venaient travailler dans le bassin arachidier. Parce qu'il y avait la colonisation, il y avait la monoculture de l'arachide, il fallait des mains, des bras qui venaient de toutes parties des gens. C'est ça qui a même propulsé vraiment la mise en place avant de la OF, mais également pour des raisons beaucoup plus politiques, mais après par la suite de différentes confédérations du monde, pour arriver finalement à la mise en place de la CEDEAO. C'est ça qui a débouché tout ça. D'accord? Pour ne pas faire des propos historiques et politiques, c'est juste pour comprendre qu'avant, il y avait les migrations qui existaient, mais qui n'avaient pas beaucoup d'ampleur par rapport aux migrations post-indépendances. Après les indépendances, d'accord, il y a eu plusieurs schémas migratoires qui se sont installés, mais qui ont maintenu les schémas qu'avaient laissés nos colons. Les Navetana là, donc, les schémas, parce que là, ce que j'ai dit, c'est mieux pour que vous compreniez pourquoi j'ai dit les schémas de migration établis sous le colonialisme se sont maintenus. Parce qu'il y avait le Navetana, ils se sont maintenus, c'est-à-dire le déplacement régulier de travailleurs migrants de longue durée et de migrants saisonniers des pays enclavés du Sahel vers les zones côtières du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal pour la production de produits commerciaux. Donc, le Navetana, il y en avait déjà avant. D'accord? Avant les indépendances. Après les indépendances, ces schémas-là se sont maintenus. D'accord? Donc, il y avait toujours cette dynamique de gens qui venaient du Sahel, d'accord, du Burkina Faso, du Mali, etc.,
aller dans les autres zones. Il y a toujours eu cette littoralisation, parce qu'on parle de littoralisation de l'urbanisation. Mais là, c'est la littoralisation, on va dire, des flux migratoires. Donc, il y a eu beaucoup de migrants qui se sont déplacés vers les régions côtières. Ces schémas se sont maintenus, les destinations sont là, d'accord? Là, à Abidjan, mais également à Accra, d'accord? La Côte d'Ivoire, le Ghana, le Sénégal sont restés des points saillants dans le champ de la migration à partir des années 70. D'accord? Ensuite, les migrations économiques, les conflits du Nigeria, au Sierra Leone et en Côte d'Ivoire, des années 90 au début des années du 21e siècle. Pourquoi? Parce que j'ai introduit la notion de conflit, parce que comme je vous l'avais dit dans le schéma des le schéma dont je vous parle, d'accord, les migrations se sont maintenues après la colonisation. Mais ce qui s'est passé, c'est que du fait du conflit, on a assisté à une réorientation des flux. Ça, c'est spécifique à l'Afrique de l'Ouest. Et là, c'est même pas l'Afrique de l'Ouest, c'est l'Afrique générale. Donc, il y a eu des conflits qui ont joué un rôle prépondérant dans la réorientation. Je vous ai parlé de la Côte d'Ivoire. Le conflit aussi du Nigeria, 89 jusqu'à 96 également, a joué dans le Nigeria. Mais quand il y a eu le conflit au Nigeria, il y a eu beaucoup de gens également qui ont quitté le Nigeria pour aller dans d'autres pays. D'accord? Que ce soit pendant le Ghana également, parfois c'était les Indiens qui allaient au Nigeria, et ils ont quitté le Nigeria pour aller dans d'autres pays. D'accord? Ensuite, il y a aussi le Sierra Leone. Je ne sais pas si vous vous souvenez du conflit Sierra Leone. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez? Je ne sais pas encore bien. C'était déjà. Renseignez-vous sur le conflit, on va en parler la prochaine fois. Je passe. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. D'accord? Donc la CEDEAO qui a propulsé. Il y a eu plusieurs crises économiques successives qui ont entraîné l'expulsion massive de migrants, que ce soit au Ghana, coup d'État, Nigeria 83. Qu'est-ce qui s'est passé au Nigeria? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé au Nigeria? Par contre, je vais laisser faire la documentation. Allez vous documenter sur le conflit Sierra Leone et le conflit au Nigeria, 83-85. À ça, tout le monde était au courant. Vous n'êtes pas allé, mais renseignez-vous. Ça, je ne donne pas les billes. C'est bon. Oui? Au Nigeria, c'est quoi le conflit? Au Nigeria, les outsiders? Il y a eu l'intervention humanitaire, les premières interventions humanitaires, les plus importantes. Après, c'est avant, c'est vraiment après qu'il y a l'intervention gouvernementale. Il y a eu des massacres. Cela, c'est resté dans les mémoires. Il faut aller vous lancer. Ça va vous aider quand même à regarder un peu. Tapez les conflits en Afrique, regardez ce qui s'est passé. Et tous les conflits en Afrique ont été à l'origine de réorientation des pays. C'est pour cela, quand vous étudiez la migration, il faut que vous soyez au taquet. On va dire de l'actualité, de l'histoire également, et d'avoir des cultures générales sur la géopolitique. Vous êtes obligés. Parce que c'est ça, en fait, qui joue dans la réorientation des pays. Parce que parfois, les migrants vont dans un pays. Parce qu'aujourd'hui, je donne l'exemple de la France. Attendez, je vous mets au défi. Dans 2-3 ans, on va voir le solde migratoire de la France diminuer drastiquement. Parce que tout simplement, on est quand même face à l'histoire.
entre l'Assemblée nationale. Donc, il y aura quelque chose qui va se passer dans le sol migratoire. D'accord? Donc, tous ces facteurs-là aujourd'hui géopolitiques jouent dans le fait migratoire, jouent dans la réorientation des flux. Parce que c'est ce qui s'est passé dans les années 70 en France, quand la France a instauré le visa. Il y a eu un changement dans le profil migratoire de la France. Les gens, au lieu d'aller en France, sont partis en Espagne et en Italie, tout simplement parce que la France a commencé à fermer ses frontières. Mais là, ce qui se passe concrètement sur le plan politique, ça va avoir ses répercussions pareilles. Les prévisions migratoires vont nous montrer que le profil va changer. Parce que les migrants ne restent pas dans un lieu de nécessaire. Ça aussi, c'est la stratégie du migrant. Je reste parce que j'y trouve mon compte. Si je ne trouve pas mon compte, je vais. Parce que quand le circulaire Gaillon, par exemple, est apparu en 2011, quand ils ont interdit aux étudiants de travailler, de pouvoir changer de statut, c'est en ce moment-là que beaucoup d'étudiants sont rentrés au Canada. Il n'y a jamais eu autant de flux à partir de 2011 de la France vers le Canada. Donc, en fait, vous êtes obligé d'être au taquet des actualités si vous voulez faire cet enseignement-là. Il faut, on ne va pas vous enseigner sur tous les conflits, même de vous enseigner sur l'actualité de tous les pays, mais de comprendre que, par exemple, dans beaucoup de positionnement stratégique de beaucoup de pays, jouent dans la réorientation des flux migratoires et dans la mondialisation migratoire actuellement. Parce que la mondialisation migratoire, sachez-le, c'est un fait nouveau. Hein. La mondialisation a commencé depuis. Vous le verrez avec les cours je ne sais pas si vous le cours de master de l'année prochaine. Donc là, déjà, en deuxième année, j'enseigne un cours sur la mondialisation du territoire. Donc là, déjà, vous avez une bille pour vous permettre de comprendre que la mondialisation, c'est un fait qui a commencé depuis une cinquantaine d'années, mais qui se poursuit, qui s'est intensifié à vraiment 20 ans. Et aujourd'hui, on est sur une toile. D'accord? Tous les pays sont concernés, qu'on le veuille ou pas, de près ou de loin, en termes économiques, politiques, sociales. Par exemple, les décisions aujourd'hui politiques au Sénégal ont des retentissements à l'échelle globale. Qu'on le veuille ou pas. L'avènement de Sonko a changé la donne. Donc, qu'on le veuille ou pas, la donne migratoire, la donne économique, la donne politique, dans nos relations internationales avec les pays, ça va changer. C'est ce qui s'est passé avec Wade en 2008. Quand il est venu, ça a changé la géostratégie du Sénégal. On a commencé, non pas seulement de maintenir une relation bilatérale avec la France, on est passé dans le multilatéralisme avec les Indiens, les Chinois, d'accord? Allez, on revient. Donc l'examen, ne vous inquiétez pas, normalement, si vous avez écrit en bon français, parce que moi, par contre, c'est pour cela qu'il y a des gens qui ont bien compris que j'ai bien répondu. Penting ada isi verbe complément. Ça c'est bon. Je vous préviens, vous avez intérêt à voir vos copies, à les lire avant de les développer. Parce que vous pouvez très bien discerner les choses. Mais les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire, de vocabulaire, c'est des choses qui me tuent. Je vous donne 5 pour ça. Ne serait-ce qu'à approcher la copie, je vois qu'il y a des fautes que je n'arrive pas à dire. Je vous assure, vous n'aurez pas la main. Non. Non, ça j'ai oublié de vous le dire. Je suis vraiment très flexible dans les notes. S'il vous plaît, évitez les fautes d'orthographe, de grammaire et surtout les fautes de peuple de France. Oui. Je ne sais pas. Les fautes les outils de S. Les conjugaisons, moi, c'est des choses qui me font. Je vous préviens. Non, je suis sérieuse là, vraiment. Je ne dirais pas ça. Mais les fautes d'orthographe et de grammaire et les copies qui sont pas propres, les copies mal soignées, les gens qui ne présentent pas le code, c'est ce que je dis à mes étudiants de première année, de licence. La feuille d'examen révèle la personnalité de l'étudiant. Parce qu'un étudiant, vous avez une dissertation, ou bien des questions-réponses de 2 heures de temps.
il faut prendre le temps. Vous avez une règle, vous avez une gomme. D'accord? Il faut prendre un bon stylo. Vous écrivez bien de manière aérée. Vous prenez pas 10 minutes, vous allez revoir votre copie, 5 bonnes minutes. Mais vous ne faites pas ça parce que vous n'avez pas compris le passage. C'est tout. Non, non, attention, on devient très téléconséquent parce que vous êtes très nombreux. C'est pas, non, je vous donne des informations détaillées. Non, c'est pas parce que vous êtes nombreux, mais c'est parce que. Non, écoutez, non. Ah, bu changé wax ci yow kay wax na ba pare. Écoutez, non, c'est important. Je vous donne des informations de taille parler. Écoutez. C'est important que je vous donne tout ça. Non pas parce que vous êtes nombreux, parce que c'est ce qu'on souhaite quand même. Mais le problème. Donc le problème c'est que on a besoin d'avoir de la qualité. On a besoin d'avoir de la qualité dans nos universités. Normalement, à partir du master, un étudiant devrait définir son projet professionnel à partir du master, de savoir ce qu'il veut faire après. S'il compte faire une thèse, de s'engager dans une thèse, donc son sujet de master va lui permettre d'évoluer en thèse. D'accord? S'il veut par exemple avoir une orientation professionnelle, dès qu'il sera en master, normalement, il devrait être capable de faire des concours, etc. Donc, il est temps dans les universités de former des produits de qualité. La qualité passe par quoi? Passe par plusieurs choses. Il y a les connaissances vraiment qui sont académiques. Donc, vous avez l'obligation d'avoir des connaissances académiques qu'on vous transmet. On essaie de faire notre maximum. Parce que c'est des choses. Vous avez la chance d'avoir maintenant de plus en plus des enseignants qui sont jeunes et dynamiques. Au sein de notre département. Donc, on a de plus en plus des produits qui sont vraiment là pour les étudiants. Et on a cette flexibilité avec les étudiants. D'accord? Donc, des enseignements de qualité pour nous transmettre des compétences de qualité. D'accord? On ne peut pas concevoir un étudiant de master. Moi, je parle du master parce que je vous invite. Pour moi, normalement, vous devriez y être l'année prochaine. C'est difficile, Inch'Allah. C'est difficile parce que pour avoir vécu la licence continue ici, au sein du département, je sais que c'est difficile, avec des yeux et tout. Mais ce qui est important, c'est de faire des efforts, d'accord? Des efforts d'apprentissage. Parce qu'en réalité, il ne suffit pas d'être, on ne vous demande pas d'être excellent. Mais moi, je sais que la majeure partie des étudiants qui réussissent, c'est des étudiants qui s'y mettent. Il faut s'y mettre. En fait, quand on s'y met, le truc est bien naturel. Il ne peut pas ne pas venir. Ce n'est pas possible. Il y a un éminent chef que je suis tout le temps. Il dit, en fait, avec un passe-passe maintenant. Libérer un passe-passe. Parce que passe-passe en réalité, vous voyez, libérer un passe-passe. Là, en fait, je vous invite vraiment, passe-passe. C'est pas seulement. Non, je ne veux pas que voilà, parce que c'est. Il faut que vous puissiez comprendre la teneur des mots. Excusez-moi, parce que c'est important. Mais là, je le dirai plus parce que c'est des moments où je partage vraiment mon ressenti. D'accord? Donc, investissez-vous dans les enseignements. Si vous n'avez pas compris, interpellez le professeur. Il est là pour ça. On est payé pour ça. Interpellez-le, il vous explique. Même en classe, si vous n'avez pas compris, vous avez le droit d'écrire un papier ou bien d'interpeller votre professeur pour qu'il vous explique ce qu'il est en train de dire. Maintenant, en master, on sait pour nous tous enseignants, le corps enseignant, d'avoir vraiment des cours de qualité. Parce qu'on a vécu des drames avant. Il y a eu la Covid, il y a eu des choses qui se sont passées. Maintenant, on veut des produits de qualité. Qui dit produits de qualité dit investissement de l'équipe. Il faut que vous investissiez. Moi, je ne pardonnerai pas, en fait. Je vous assure, les fautes de frappe, de grammaire, etc. Parce que vous êtes en licence 3. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez fait beaucoup d'efforts pour être là.
Donc, vous devez persévérer pour pouvoir être en master. Parce que le problème, c'est que si on prend tout le monde, entre guillemets, tout le monde, ça veut dire des gens qui n'ont pas de niveau, des gens qui viennent, qui ont des lacunes. D'accord? On les prend tout le monde. Le problème, c'est le suivi. Est-ce que vous allez faire un rapport de recherche l'année prochaine? Donc, le rapport de recherche, c'est un travail personnel de l'étudiant. Il faut une problématisation, il faut une méthodologie, il faut des questions de réponse, il faut des questions de recherche du monde. Et vous allez écrire un rapport. Donc, cet étudiant-là, si on laisse passer juste les fautes de frappe, de grammaire et tout, celui qui va écrire un rapport, c'est un étudiant qui va faire du plagiat. Et maintenant, les étudiants, ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous, on a maintenant des logiciels de plagiat. Plagiat, ça veut dire que si tu prends l'écrit d'un autre sur Internet, tu le prends, tu le copies, tu le colles sur ton rapport, le professeur qui entre ton travail, automatiquement, on lui dit qu'il y a 80% de plagiat. Et on lui sort, par exemple, les auteurs, là où il a cherché tous les. Parce qu'on est obligé d'être vigilant. Donc, je vous donne des informations. Parce que ça, vous n'avez pas. Tout simplement parce qu'en réalité, nous, maintenant, au niveau du CAMES, c'est pour passer nous à l'examen supérieur, on est obligé de faire des examens. Eux aussi, ils regardent les mémoires des étudiants qu'on a. C'est tous les étudiants de la vie. Maintenant, un étudiant qui a encadré en Master 2 qui vient avec un mémoire plagié, c'est toi qui en fais. Toi, le professeur qui l'a laissé passer. Donc, tout ça pour dire qu'il est temps maintenant que vous soyez conscient de ça dès maintenant. Parce que ça se prépare à la licence. Donc là, je vais laisser les cas. Les fautes de grammaire, les fautes de frappe, les copies qui ne sont pas soignées. Et enfin viendra, et là j'ai confiance en vous, viendra le contenu. Parce que je pense que vous avez reçu suffisamment de contenu aujourd'hui pour pouvoir faire des bonnes observations. Normalement. Voilà. Si vous n'avez pas reçu, on vous en redonne. Normalement, au sortir de ce cours-là, vous devez avoir toutes les vies pour répondre aux questions que je vais vous poser. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que j'ai été long. Mais ça, c'est important, ces informations. On augmentait. Donc, on voit qu'en 25 ans, quand même, les migrations ont augmenté. D'accord? On est passé à 25 millions, d'accord? À presque 50 millions de migrations. D'accord? Les migrants ont augmenté. Là, c'est juste pour donner un aperçu global à l'échelle de l'Afrique. Donc, la migration régulière, qu'est-ce que la migration régulière? La migration régulière, c'est quoi? Oui. Régulière, par rapport au cadre juridique. Oui. Oui. Oui, il y a ces papiers. Oui. Qui est dans une situation régulière, c'est quoi? Migration légale. Une situation administrative. Légale. Légale. D'accord? Quelque chose qui est légal. Ça veut dire qu'il possède un séjour légal. D'accord? Ça, c'est la migration régulière. Mais la plupart des migrations africaines déclarées se font dans des voies régulières. Déclarées. Parce que la majeure partie des migrations ici ne sont pas déclarées. Parce qu'il y a beaucoup de migrants aujourd'hui qui sont morts dans les routes de parents qui sont partis en pirogue. Donc ça, il faut le savoir. Donc pour la plupart des migrations déclarées, elles sont régulières. Des gens qui se font voir, les parents, au Sénégal, qui te laissent mon voisin est parti. Voilà, bon, après déclaré ou pas, ils se font dans des voies régulières. C'est-à-dire que les gens essaient d'obtenir un visa. D'accord? Ou bien de passer par les voies légales. Ensuite, les 40 millions d'Africains dont on sait qu'ils vivent dans d'autres pays bénéficient en quelque sorte d'un certain statut juridique. 43 millions d'Africains. Par exemple, sur les 53 millions d'Africains dont on sait qu'ils vivent dans d'autres, dont on sait
Là, on nuance un peu, hein, parce qu'il y a beaucoup d'Africains, par exemple, le nombre de Sénégalais, on ne sait pas vraiment, on parle du temps que les Sénégalais, mais c'est plus, ça c'est sûr. Parce que, en fait, ils se sont basés sur les cartes consulaires pour déterminer le nombre de migrants qui sont élaborés dans d'autres pays. Il y a les cartes consulaires, mais pour les migrants qui ne comptent pas. Moi, j'ai découvert la carte consulaire, je ne sais pas, ils doivent après, ils ont vécu une dizaine d'années. Donc forcément, on ne sait pas, la plupart des migrants ne savent pas ce que c'est la carte consulaire. Ils se basent sur cette carte-là pour élaborer des statistiques. C'est pour cela qu'ils ont du mal à comprendre le nombre de migrants installés à l'étranger. Et là, c'est valable pour tout le monde, pour tout l'essentiel des pays africains. Toutefois, il faut comprendre qu'un nombre indéterminé, parce qu'on ne sait pas le nombre de migrants africains qui ont recours aux droits irréguliers. La migration irrégulière, c'est la migration qui se fait de manière illégale, d'accord, du fait de la fermeture des frontières et des conditions difficiles de mobilité et de circulation. On offre un nombre indéterminé de migrants africains sur les voies irrégulières. On avait vu les voies irrégulières. Il faut me citer les voies irrégulières. Oui. La Méditerranée. Japon, hein. Là, la route transsaharienne, oui. Et la mer, d'accord, par la voie maritime. C'est la Méditerranée, mais par la voie maritime, même à partir de Dakar. D'accord? Parce que la Méditerranée, c'est plus au nord. Et même à partir de l'Atlantique, hein, les gens passent par Dakar même. Parfois, ils passent jusqu'en Guinée, d'accord? Au départ de la Guinée. Parfois au départ de la Gambie, parfois au départ du Sénégal, au départ de Nouadhibou, d'accord? Donc il y a cette route maritime, la voie maritime, la voie également méditerranéenne, à partir du Maroc, Tunisie, Algérie, de la Libye. Ça, c'est la Méditerranée. Ensuite, on constate dans les migrations par voie irrégulière une augmentation des vulnérabilités et des risques pour la sécurité personnelle des migrants et encourage l'exploitation et l'absence de statut légal des migrants pour les éléments criminels. Parce que tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on a des vulnérabilités et des risques qui sont pas. J'avais donné l'exemple de une frontière, mais également pour la réalité, les données de l'OIM, d'accord, on a des cas de plus en plus importants de viol de femmes sur les routes migratoires, d'accord, de criminalisation également, de trafic d'organes, de trafic humain également dans ces routes migratoires. Donc, ce qui veut dire que la migration irrégulière n'est pas exempte de risque. D'accord? Qui dit irrégulière, dit une empreinte de voies qui sont plus ou moins illégales, qui ne sont pas reconnues, mais aussi qui ne sont pas protégées. C'est des voies que l'État, l'État-providence, on va dire, ne connaît pas. Parfois, c'est des voies que les politiques publiques ne connaissent pas. Et normalement, la protection sociale, comme elle vient des États, comme ils ne sont pas au courant de ces routes-là, les gens sont à la merci, parfois, des trafiquants, par exemple des bandits, des brigades, des prisons, qui sillonnent ces routes-là. D'accord? Même par rapport à la pénibilité des routes, même s'il n'y a pas de bandits, il n'y a rien, mais c'est des routes qui sont pénibles. Qui se font, par exemple, en passant par le désert, ne serait-ce que quand on va à Agadez. D'accord? De Niamey, ne serait-ce qu'en quittant Niamey à Agadez, d'accord? Le Niger, c'est un pays qui est extrêmement large. D'accord? C'est un pays qui est sahélien. Quand on quitte, par exemple, Niamey puis se rend à Agadez, on a plus de. C'est comme si on se rend jusqu'à près de Tamba. On quittait jusqu'à Tamba, c'est très très loin. D'accord? C'est des routes que les migrants, en plus, c'est désertique. Parce que là, on sur une ville jusqu'à arriver à Tamba. Et bien, je pense même que c'est plus. Je vais regarder pour la prochaine fois. Mais pour vous dire que c'est des distances quand même assez larges, assez élevées, et c'est dans le désert qu'ils le font. Dans la chaleur, le manque d'eau. Parfois, il y a des
migrants qui meurent dans le désert. Il y en a beaucoup qui meurent dans le désert. Moi, j'ai des reportages énormes sur ça. Il y a beaucoup de migrants aujourd'hui qui sont morts dans le désert, même des Sénégalais. Ils ne sont jamais revenus. On croit qu'ils sont dans les autres, ils n'envoient pas l'argent, ou bien qu'ils n'arrivent pas à eux, ils sont laissés de revenir. Il y en a tellement. Voilà. Et donc, il faut comprendre que ça, on le rentre également dans le sillage de la mondialisation migratoire. J'ai parlé de la mondialisation migratoire en Afrique. Et tous ces éléments que je vous donne là rentrent dans le cadre de la mondialisation migratoire en Afrique. Et quand je parle de migration irrégulière, en parlant de voies, etc., ça aussi, il faut le comptabiliser parce que c'est des faits nouveaux. Ces voies-là n'existaient pas avant. Et ça existe parce que les migrants sont stratèges. À chaque fois qu'ils essaient de se faufiler, ils essaient de créer une autre route. Quand une route est barrée, par exemple, quand ils ont fermé la frontière Boujda au Maroc, parce qu'à un moment donné, ils avaient fermé complètement la frontière Boujda pour pouvoir atteindre tous les migrants qui vont atteindre les villes de Ceuta et Melilla. D'accord? En passant par la Méditerranée. Ils avaient complètement fermé. Et ce qu'ont fait les migrants, ils se sont réorientés pour aller en Algérie. D'accord? Donc, quand la route est fermée, les migrants trouvent toujours des passages pour aller de l'autre côté. Et c'est ce qui s'est passé en Libye aussi. Parce que quand la Libye de Kadhafi a éclaté, d'accord, les migrants se sont retrouvés dans des situations de contraintes exceptionnelles. On parlait même d'esclavagisme, mais bon, ça c'est des vidéos amateurs qui vous l'ont montré. Il y a même eu des organismes internationaux qui ont fait des reportages là-dessus pour les migrants subsahariens qui avaient vécu l'esclavagisme dans ces pays-là. C'était des migrants. D'accord? Mais quand il y a eu le pont, beaucoup se sont déplacés. Maintenant, on voit de plus en plus de migrants vers l'Afrique de l'Est, vers l'Éthiopie, d'accord, qui essaient de passer par la Corne de l'Afrique. Il y en a également qui essaient de passer de plus en plus, qui se rabattent de plus en plus au lieu d'aller en Libye. Maintenant, ils descendent au niveau de l'Algérie pour pouvoir continuer et repasser de l'autre côté par Ceuta et Melilla, ou bien par le détroit de Gibraltar. Donc, il y a beaucoup de chemins qui se décident. Quand un chemin est fermé, les migrants les partagent sur d'autres chemins. C'est pour cela que la migration est intéressante. Les politiques ont beau entamer, par exemple, même en avant, beaucoup de choses, mais les migrants, comme ils sont stratèges, ils trouvent toujours, et ça, c'est pas seulement le migrant, en termes de gestion sociale, il y a la famille aussi qui est stratège. Parce qu'il y a des familles, quand les migrants ont été pris au pied, c'est la famille qui envoie de l'argent. Quand le migrant ne peut pas, par exemple, continuer une route, il arrive par exemple à Agadez, les passeurs de détenus, etc., ou bien il a plus d'argent. Il téléphone à sa famille en lui disant de lui envoyer de l'argent pour qu'il puisse traverser. Il y en a également, quand ils arrivent par exemple à Nador, pour pouvoir passer par les Canaries, ce qu'ils font, c'est ce qu'on appelle les combats. Les combats, c'est les kilomètres. À chaque fois, ils te disent, ah, les combats, là, je ne vais pas aller sur le combat, c'est un autre combat. Donc parfois, ils ne réussissent pas, on les intercepte, ils retournent. Alors qu'ils ont payé presque 1000 dinars. 650 euros à peu près. 650 euros. Ils disent 650 euros du contrat. 100 euros, il y a 65 000. À peu près quoi? Moins de 500 000. Donc parfois, ils payent. Et parfois, le problème, c'est que, en fait, ils payent le combat, et le combat ne réussit pas, et le passeur ne les rembourse pas. Donc, ils sont obligés d'appeler la famille. Parfois, ils ont laissé le commerce à leur frère, en lui disant, envoie-moi ce commerce. Ou bien, envoie-moi les bénéfices du commerce. Comme ça, moi, je tente le combat. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est pour cela, on ne peut pas analyser la migration seulement à l'échelle du migrant. Il y a la famille, il y a l'État également, il y a les contraintes étatiques de ces États-là qui jouent. Donc, tout ça, il faut le comprendre. C'est pour cela qu'on parle d'apogée fiscale. Ensuite, dans toujours la mondialisation migratoire de l'Afrique, on a la multiplication des contraintes, des voies, mais aussi des stratégies, ça on l'a dit avec les passeurs, le développement d'économies parallèles et de business mondialisé. Ça revient dans le cadre de l'Afrique et c'est beaucoup plus patent. On avait parlé de business mondialisé avec des organismes, la construction des lieux, des centres de rétention, etc.
Mais à l'échelle de l'Afrique, ici, il y a le développement d'économies parallèles. Pourquoi? Quand on parle de développement d'économies parallèles en Afrique, grâce à la migration, c'est quoi? Aujourd'hui, si vous allez à Carrefour, qu'est-ce qui se passe à Carrefour? Qui connaît Carrefour? Qui connaît Carrefour? Personne. Qu'est-ce qui s'est passé à Carrefour? Il y a beaucoup de jeunes qui sont partis à Carrefour. Il y a beaucoup de familles endeuillées à Carrefour. Il y a même un collectif qu'on avait invité, qui ont perdu leurs enfants à Carrefour. D'accord? Parce que c'est un village de pêcheurs. Donc c'est un village de pêcheurs où l'essentiel des gens sont partis parce qu'il y a eu la déstructuration de l'économie de pêche, d'accord, avec les accords, les fameux accords de l'État signés. Donc les populations de pêcheurs se sont retrouvées. Là, je vous fais le topo très rapidement. Il y a beaucoup d'enjeux sous-jacents. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées d'autres. Et ce qu'il faut comprendre on va dire en volée, c'est juste qu'il y a eu beaucoup de pêcheurs qui n'ont pas eu de travail, etc., mais qui se sont constitués en passé. C'est ça le développement de l'économie. Parce que grâce à la migration, il y a également toute une économie du passage, je l'avais dit, qui s'est développée. Et il y a beaucoup de gens, comme ils connaissent la mer, les pêcheurs, ils connaissent bien la mer, se sont reconvertis en passage. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont été incriminalisés à cause de ça, parce qu'il y a eu beaucoup d'incidents, presque dans tous les villages de pêcheurs. Moi, j'ai un étudiant qui arrive à Rascouille, d'accord, qui a fait son rapport de recherche à Rascouille, et il a révélé également qu'il y a beaucoup de passeurs, aussi beaucoup de migrants, mais qui ne se disent pas passeurs. Et il y a beaucoup de passeurs au niveau de passeurs qui ont facilité le départ des jeunes passeurs. Parce que ces pêcheurs-là, ils connaissent la mer. Ils peuvent parce que c'est transmis de génération en génération. Les villages de pêcheurs, ils connaissent bien la mer. Donc, ils peuvent même s'orienter sans boussole. Ils savent quand est-ce que la pirogue doit partir ou pas. Et arrivés là-bas, ils sont payés et ils reviennent. Imaginez, par exemple, une seule personne paye 1 million. D'accord? 1 million de francs CFA par personne. Et c'est des pirogues de combien? D'accord? Ils gagnent facilement 50 millions, d'accord, par départ et par pirogue. Donc, c'est une économie parallèle. Il y a des économies parallèles qui sont développées grâce à la migration. Et c'est ça, c'est pas seulement à l'échelle du Sénégal, mais également les passeurs qui font passer les gens, par exemple, de pays en pays, il y en a, ils te mettent dans le pick-up. Tu payes le pick-up. Et il y a l'autre passeur qui t'intercepte, par exemple, tu passes par le Burkina, il y a l'autre passeur qui t'attend, par exemple, au Niger. C'est des réseaux de passeurs. Et le facteur, il est partagé dans les différents points. Par exemple, celui qui charge les gens dans le pick-up et celui qui les réceptionne. Donc, ils se partagent toute cette économie-là. Parfois, c'est le grand groupe qui tient ça. Qui tient cette économie-là. Il organise toute la circulation. C'est pour cela, quand il y a eu le problème de coup d'État au Niger, vous savez, le coup d'État au Niger, ce qui s'est passé avec la France, c'est que la France, en 2015, avait fait une injonction au Niger pour participer à ce qu'on appelle l'externalisation des frontières. J'en avais parlé. Maintenant, les frontières étaient descendues jusqu'au Niger, à Agadez, le plus parce qu'ils avaient reçu beaucoup d'argent de l'Union européenne par ce qu'on appelle le trust fund. C'est le fonds d'aide vraiment à la lutte contre la migration irrégulière, développé, mis en place par l'Union européenne, qui sert à financer et le Sénégal a reçu beaucoup d'argent au passé. C'est tout le problème de la migration parce qu'il y a beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au Niger? C'est que quand le Niger a eu des soucis avec la France, ils étaient au courant que l'ambassadeur était bunkerisé pendant tout le mois dans son banque, fermé dans son bunker pendant tout le mois par les Nigériens. Il a été tenu en otage. Donc la France a fait l'injonction de son ambassadeur de toutes les deux pour demander en France. Il a été humilié par sa réponse au Niger.
dans le cadre de notre on a organisé une journée, on voulait faire venir Aziz Boucher, qui est le coordinateur de la santé de l'organisation des sécurités des migrants au Niger. Comme c'était des financements de l'IRD, de l'Institut de recherche pour le développement, ça n'a pas été possible parce que la France ne peut plus financer la recherche au Niger. Parce que tout simplement, les accords ont sauté. D'accord? Tout ça pour dire que quand le Niger a vécu cette situation de coup d'État, ça a restructuré totalement l'économie par là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se nourrissaient de cette économie-là, de prendre des gens à l'année pour les amener parfois en Algérie, à la frontière algérienne, ou bien les laisser jusqu'à la frontière de la Maroc. Tous ces gens-là, ils vivaient de cette économie-là, parce que le Niger, c'est quand même le pays le plus pauvre. D'accord? En Afrique de l'Ouest, c'est quand même le pays le plus pauvre. Où la démographie est extrêmement élevée, où on compte en moyenne 7 enfants par an. Jusqu'à présent au Niger. Donc, quand les accords ont sauté, c'est pour cela que je vous invite à la géopolitique de la migration. Écoutez, on va essayer de comprendre. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, pour dire que quand on a essayé, excusez-moi parce que c'est important cette partie, donc quand ils ont essayé de faire ça, maintenant l'économie parallèle a sauté. Quand l'économie parallèle a sauté, tout naturellement, il y a beaucoup de gens qui sont retrouvés à faire des camps. Au Niger, l'économie était organisée, mais maintenant, ils se sont croisés en camp. Eh oui. Donc maintenant, les gens ont plus de mal avant, parce qu'avant, ils payaient l'argent des passés, mais maintenant, c'est à la merci des gamins. Pas des pasteurs, parce que les pasteurs n'ont plus d'argent. Maintenant, il y a beaucoup de pasteurs, une partie qui sont reconstruits en camp, et d'autres parties aussi ont choisi de faire autre chose. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la géopolitique aujourd'hui a changé totalement la migration et la réorientation des flux à Paris. D'accord? Ça, c'est un exemple. Donc, le développement des économies parallèles est une responsabilité sur cet aspect. J'ajoute juste un dernier point. J'ajoute un dernier point. Avec les trois principales routes régulières, s'il vous plaît, devant vous avez chaud. Donc, trois principales routes régulières qu'il faut noter. D'accord? Il y a la route de l'Est. D'accord? Il y a la route du Sud et la route de l'Est. Ça, on va le voir. Mais pour la route de l'Est, est parmi la plus fréquentée et la plus risquée au monde. La route de l'Est, à partir de là. D'accord? Elle est empruntée par des centaines de milliers de migrants en provenance d'Éthiopie, la route de l'Est. On part de la route de l'Est. La route de l'Est en quittant Éthiopie et dans le corps de l'Afrique. La Somalie, tout ça. En fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que l'essentiel des gens que vous voyez, quand on parle de migration irrégulière, ça vient de l'Afrique de l'Est, les Éthiopiens, les Érythréens. Quand vous voyez les pirogues, par exemple, qui sont interpellés par la Croix-Rouge espagnole, la plupart des gens que vous voyez, c'est des Soudanais, des Tchadiens, d'accord, des Érythréens, des Somaliens, qui sont beaucoup plus nombreux dans les villes, plus que les gens venant du Sénégal ou bien de la Guinée, etc. C'est le plus grand nombre. D'accord? Donc 300 000 migrants ont quitté l'Éthiopie. Parce que l'Éthiopie, qu'est-ce qui se passe en Éthiopie? L'Éthiopie, vous connaissez un peu? Oui. Même pour taquiner les gens, on le disait, on dirait que tu viens d'Éthiopie. Vous voyez, donc, c'est des filles qui ont traversé des séries de persécutions, des séries avec le renseignement sur l'Éthiopie, qui ont été des pays d'injection d'aide humanitaire dans le monde, les gens sont fatigués. D'accord? C'est le pays qui regroupe le plus d'organismes internationaux au monde, l'Éthiopie. Tous les organismes sont à Addis Abeba. Et ils prennent des milliers sur le monde. Donc, les de l'Afrique qui sont arrivés au Yémen, soit une augmentation de 26% par rapport à l'année précédente. Donc ça, je donne ces exemples-là pour dire que, en fait, la route de l'Est,
l'essentiel des gens qui viennent de l'Est, ils vont plus vers les pays du Moyen-Orient. D'accord? C'est des routes irrégulières vers le Moyen-Orient. C'est des gens qui viennent, qui vont parfois accueillir à Oman, au Yémen, en Arabie Saoudite, qui sont réduits, par exemple, en esclavage, le plus souvent dans ces pays-là. Voilà, c'est la réalité de la chose. Les Somaliens, les Érythréens, beaucoup de gens maintenant, on voit les Sénégalais, les Maliens, les Sénégalais qui sont arrivés récemment. Mais les gens les premiers qui étaient en Arabie Saoudite, qui étaient à Oman, tout ça c'était avant les Somaliens jusqu'à présent, les Érythréens, etc. Les gens de l'Est. D'accord? Donc, des contraintes et violations de droits de migrants, assassinat important. Attaque au monde des expositions, des contraintes au monde. D'accord? Il y a tous ces choses. Les risques environnementaux mortels, par exemple, qui connaît la route de l'Est? Bien que c'est des gens assez résilients, parce qu'ils viennent de pays sahéliens, de pays où, par exemple, ils sont habitués, par exemple, à des climat sec. Mais le problème, c'est qu'en allant, par exemple, au Yémen, dans les déserts du Yémen, etc., ils traversent tous ces routes-là. Arriver, par exemple, ils meurent tout simplement par des risques, personne ne les a touchés, mais par des risques environnementaux. La déshydratation, le manque d'eau, l'exposition au soleil, mais également à la noyade. Il y a également le dernier facteur, et là je vais m'arrêter là. Le dernier facteur qui est important, c'est le risque d'hostilité à l'égard des migrants et l'absence de protection juridique. Je vous avais expliqué, je pense que je l'avais évoqué l'histoire du facteur. C'est par exemple, quand tu viens dans ces pays-là, automatiquement il te faut une garant. C'est le garant, dès que tu viens, il prend ton passeport. Tu es à ça, à ton service en fait. Par exemple, c'est lui qui te permet de pouvoir circuler dans la ville, etc. Sans lui, tu ne peux rien faire. Donc, beaucoup de migrants qui viennent, même les Sénégalais qui partent dans les villes en Arabie Saoudite, etc., ils ont un kafala. Donc, dès qu'ils arrivent, cette personne-là, ils prennent le passeport et ils ne peuvent pas sortir du pays sans l'aval de cette personne. Donc, tout ça pour dire que ça amène des risques par rapport à la migration irrégulière et ça confirme la dangerosité des gens. Donc, je vais m'arrêter là. On se revoit la prochaine